sacrificielle, injuste, inutile. Voilà ce qui caractérise la réforme des retraites de 2023 portée par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne. Vous semblez déterminé à voler 2 ans de la vie des Françaises et des Français. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats. Pendant 1 heure, nous allons revivre ensemble l'un des temps forts de l'Assemblée en cette fin d'année 2024. Une fin d'année marquée par le retour en force des débats autour des retraites. Le Rassemblement national et la France insoumise ont choisi d'utiliser leur niche parlementaire pour tenter de faire abroger la réforme votée en 2023 sous le gouvernement Borne et repoussant l'âge légal à 64 ans. Une pièce en 4 actes avec de nombreux rebondissements. Premier acte, le Rassemblement national présente sa loi en commission des affaires sociales. Ce texte n'est pas un texte partisan. Ce texte n'est pas un texte polémique. Ce texte n'est pas l'application d'un programme d'un parti politique, quel qu'il soit. Ce texte est un texte de concorde dans l'intérêt supérieur des Français. Sur la base des programmes que nous avons présentés, chers collègues, lors des élections législatives de juin et juillet dernier, nous savons qu'une large majorité, une majorité absolue, j'ose le dire, existe en faveur de ce texte dans notre hémicycle. Cette majorité, nous la devons à nos électeurs et ils nous écoutent et nous observent aujourd'hui. Le Rassemblement national et toute la gauche sont favorables à l'abrogation de la retraite à 64 ans. Sur le papier, il existe donc une majorité pour voter la loi du Rassemblement national. Seulement, les députés de gauche vont refuser de mêler leur voix à ceux des partisans de Marine Le Pen. Qui peut croire que le RN lutte contre la retraite à 64 ans alors qu'il n'a déposé que 75 petits amendements dans cette même commission contre la réforme en 2023 ? Qui peut le croire alors que jamais un seul élu du FN ne s'est rendu aux manifestations les plus massives en France depuis la Libération ? L'extrême droite a préféré, sur les chaînes de Bolloré, légitimer les violences policières et les arrestations arbitraires. Tartuffe Marine Le Pen sur les questions sociales comme sur le reste. Tartuffe sur les retraites quand en 2012, pas il y a 50 ans, le programme du Rassemblement national, c'était la retraite à 65 ans, puis qu'elle a changé d'avis sous la pression de l'opinion. Tartuffe quand, dans la campagne des élections législatives de 2024, le Rassemblement national a continué à tergiverser, oscillant entre différentes positions incohérentes sur le fond, allant jusqu'à s'allier avec le défenseur de la retraite à 65 ans, M. Éric Ciotti. La loi est donc votée en commission, mais vidée de sa substance. Dans l'optique de l'examen en séance, les députés du Rassemblement national vont tenter de déposer des amendements pour rétablir sa version initiale. Seulement, cette volonté va se heurter à un refus de la présidente de l'Assemblée nationale, invoquant l'article 40 de la Constitution, qui interdit aux députés de déposer des amendements grevant les finances publiques. Le débat dans l'hémicycle va donc se révéler largement symbolique, mais le Rassemblement national va en faire une tribune politique. Je pense ce matin, en étant à cette tribune où j'ai l'honneur de porter ce texte, à la France qui se lève tôt, la France qui bosse, la France qui éprouve son corps dans le travail. Je pense à tous les Français qui sont abîmés par des années de labeur et qui n'ont pas tous les trimestres nécessaires pour prétendre à une pension de retraite digne. Je pense en particulier à toutes ces femmes qui travaillent plus souvent que les hommes dans un emploi précaire à temps partiel. Ces femmes subissent de plein fouet la réforme de 2023 avec un âge moyen de départ qui devrait augmenter 5 mois de plus que les hommes. Je pense aussi à ceux que je rencontre toutes les semaines dans le Gâtinais et que vous devez rencontrer dans vos circonscriptions, qui se demandent comment ils iront jusqu'à 64 ans quand ils sont déjà au chômage ou qu'ils sont malades. Notre proposition de loi d'abrogation soumise à l'examen des députés de la Commission des affaires sociales n'était pas celle d'un camp ou d'une chapelle. Ce texte n'était pas la transposition du programme du Rassemblement national, c'était un texte transpartisan. C'est le texte qui nous est demandé par ces millions de Français, plus de 90% d'entre eux, qui ne sont pas satisfaits de la réforme et veulent du changement. Cette abrogation de la réforme des retraites dispose d'une majorité absolue, je dis bien absolue, dans cet hémicycle. Car si les Français n'ont pas donné une majorité parlementaire à la France, ils ont élu une majorité absolue contre la réforme des retraites. C'était sans compter sur le sectarisme de la gauche et de l'extrême gauche, comme sur l'entêtement des députés de l'ancienne majorité et de la nouvelle minorité. C'était sans compter sur cette nouvelle alliance du parti unique qui va de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez, en passant par Gabriel Attal qui a tenté de saborder ce texte en commission.
Mais qui sera étonné? Car depuis le 9 juin et la victoire éclatante du RN aux élections européennes, l'extrême centre et l'extrême gauche se servent la soupe en permanence. Laissez-moi résumer. Gabriel Attal soutient et fait élire des députés LFI. LFI appelle à faire voter et faire élire Elisabeth Borne, celle qui a mis en place la réforme des retraites. Le groupe de Gabriel Attal et les députés de l'extrême gauche s'allient pour se répartir les postes clés de l'Assemblée au mépris des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Et enfin, la semaine dernière, l'extrême gauche et les macronistes en commission pactisent pour tenter d'embrécher l'abrogation de la réforme des retraites. Avec ces magouilles, vous avez gagné le prix du mépris, le prix de l'hypocrisie, le prix de l'insincérité, le prix du sectarisme et enfin le prix de la bouffonnerie. Mais ceux qui en paieront le prix aujourd'hui, ce sont malheureusement les Français. Heureusement, les Français peuvent compter sur les députés du Rassemblement national pour défendre l'intérêt général en dehors de ces combinaisons d'appareils. Heureusement, ils peuvent compter et pourront toujours compter sur Marine Le Pen et sur Jordan Bardella pour défendre une réforme des retraites juste et efficace. Collègues de gauche, les Français savent qu'ils ne peuvent plus compter sur vous pour défendre les travailleurs de notre pays, les ouvriers, les salariés. Devant les caméras, vous jouez l'opposition, mais quand il s'agit de voter l'abrogation, vous préférez l'abstention. Les Français ont maintenant bien compris que dans vos votes, vous n'étiez que des sociotraîtres. Vous les avez lâchement abandonnés. Vous les avez à nouveau abandonnés sur l'autel de vos nouveaux combats que sont le communautarisme, l'islamisme et l'antisémitisme. Et ces derniers jours, vous nous avez offert le festival du cynisme avec une nouvelle clownerie pour amuser la galerie. Faire croire aux Français qu'il était possible d'abroger la réforme des retraites par un simple amendement au budget de la sécurité sociale. Mais patatras, le président LFI de la commission des finances a finalement avoué qu'il était impossible d'abroger la réforme par amendement, contredisant toute votre pyramide de mensonges. Au fond, tout cela n'était qu'une incroyable manœuvre de diversion pour masquer votre duplicité et votre responsabilité dans la faillite de notre système social. Avec vos amendements bidons, vous avez tenté de masquer le député NFP François Hollande, qui n'est pas là encore une fois aujourd'hui, et qui a mis en œuvre la réforme Touraine et le passage aux 43 annuités, qui empêche la quasi-totalité de Français de partir à la retraite à 62 ans. Vous avez également tenté de masquer le député NFP Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et surtout l'artisan du passage à 64 ans. Vous avez enfin tenté de masquer votre vote honteux contre l'abrogation de la réforme des retraites que nous avons portée la semaine dernière en commission des affaires sociales, main dans la main avec vos alliés macronistes. Je tiens toutefois à remercier sincèrement notre collègue du groupe communiste, Yannick Monnet, qui a courageusement voté notre texte en commission. Yannick Monnet est le seul élu de gauche courageux qui a au final respecté simplement l'engagement pris devant ses électeurs. Car oui, chers collègues, quand un député de gauche tient ses promesses, c'est tellement rare qu'il faut le remercier et qu'il faut l'applaudir. Et dans cette entreprise de destruction d'un texte de concorde nationale attendu par les Français, collègues de gauche, les macronistes vous ont une nouvelle fois fait la courte échelle. En commission, vous avez voté ensemble pour s'aborder ce texte afin de restreindre les débats en hémicycle. Ensuite, la présidente de notre institution, garante de l'initiative parlementaire et des droits des oppositions, a sorti son bâillon pour museler l'initiative consensuelle du premier parti de France et des millions de Français qui l'attendent et la soutiennent. Yaël Braun-Pivet, qui a fait le tour des plateaux de télévision en expliquant qu'elle serait une présidente qui protégera l'institution et les droits des parlementaires, s'est révélée être la clé de voûte du parti unique. Notre présidente tente ainsi d'empêcher par sa décision tout débat sur l'abrogation de la réforme des retraites. Car ils veulent absolument éviter une chose, le vote. Les macronistes ont évité le vote pendant l'examen de la réforme de 2023, bien aidés par nos collègues de gauche qui ont été une nouvelle fois les idiots utiles du camp présidentiel. Car en faisant durer les débats par une obstruction insensée et de l'aveu même de Philippe Martinez, chef de la CGT, c'est bien la gauche qui a empêché l'Assemblée de voter contre le report de l'âge légal. Les macronistes ont évité le vote ensuite, en devenant des professionnels de la gymnastique constitutionnelle. 47 ans,
44.3 et enfin 49.3, poussant ainsi nos institutions à bout. Les macronistes ont évité le vote en juin 2023, lorsque Charles de Courson était à ma place et défendait strictement la même loi. Si vous avez tout fait pour empêcher le vote, c'est bien parce que vous étiez minoritaire dans l'hémicycle pour faire passer cette réforme injuste pour les Français et inefficace d'un point de vue économique. Surtout, elle était fondée sur un mensonge. Vous avez répété sur tous les plateaux télé que votre réforme était nécessaire pour préserver le niveau des pensions. Pour un an après, dans le cadre de nos débats budgétaires actuels, proposer d'appauvrir encore plus nos retraités en désindexant leurs pensions. Les personnes que j'ai pu auditionner durant la préparation de ce texte me l'ont assuré. La viabilité d'un système se mesure à la santé des finances publiques. La santé des finances publiques, elle, dépend de leviers que personne ne veut traiter ici, à part le Rassemblement national. Je parle du taux d'emploi, de la productivité, de la démographie et particulièrement de la natalité ou encore des économies que l'État pourrait réaliser sur son train de vie. Avec ma collègue Laure Lavalette et l'ensemble des députés du groupe RN, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme sur ces sujets lors des débats en 2023. Ce sont autant de sujets sur lesquels les gouvernements successifs ont préféré fermer les yeux depuis plus de 30 ans. En ce qui nous concerne, notre projet est clair, connu et plébiscité par les Français. Pour ceux qui ont commencé avant 20 ans et qui exercent des métiers difficiles, nous proposons un départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Pour ceux qui ont commencé après 20 ans, nous proposons un système progressif, avec un départ à 62 ans et 42 annuités. Notre projet concilie justice sociale et maîtrise des dépenses publiques face au dérapage incontrôlé de la dette causée par Emmanuel Macron. Notre projet défend la valeur travail et incite à faire entrer plus tôt nos concitoyens sur le marché du travail, car nous préférons que les Français travaillent entre 20 et 22 ans, plutôt qu'entre 64 et 66 ans. Nous aurons, nous, la volonté d'agir sur l'ensemble des leviers macroéconomiques, plutôt que de faire payer l'addition aux Français. Dans l'attente de l'arrivée inéluctable de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au pouvoir, nous avons souhaité proposer ce texte consensuel d'abrogation des pires dispositions de la loi Borne et de la loi Touraine. Nous avons la responsabilité aussi de réparer une erreur démocratique inédite sous la Ve République, avec une réforme des retraites passée sans vote par un coup de force. Cette abrogation, nous en avons pris l'engagement devant les Français et nous la tiendrons coûte que coûte. Face à cette volonté d'abrogation, le gouvernement et le camp présidentiel défendent, eux, leur réforme et dénoncent un coup de communication du Rassemblement national. 18 mois après la promulgation de la loi, 12 mois après l'entrée en vigueur des principales dispositions, nous nous retrouvons une fois de plus dans cet hémicycle pour débattre de l'abrogation de la loi de 2023 sur la réforme des retraites. En plus de ce texte-ci, une autre proposition de loi sera inscrite à l'ordre du jour à la fin du mois de novembre. Par ailleurs, des amendements ont été déposés et débattus à l'occasion de l'examen du PLFSS. Ce débat est parfaitement légitime. Nous débattons donc aujourd'hui de la proposition de loi des députés du Rassemblement national. Que proposait le texte initial de cette loi, comme le rappelle le rapporteur ? La suppression de l'augmentation de l'âge légal à 64 ans d'une part, et la suppression de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, la réforme Touraine de 2014, dont la loi de 2023 accélérait la mise en œuvre d'autre part. 62 ans pour l'ouverture des droits, 42 ans pour la durée de cotisation. Le retour en arrière comme seule perspective, financé par la seule fiscalité sur le tabac. Vous me direz qu'il s'agit d'un gage conventionnel. J'ai siégé sur ces bancs et j'en connais la pratique. Mais cette réponse est quand même un peu trop facile. Parce qu'un des enjeux majeurs quand on parle des retraites, c'est bien aussi celui du financement. Et débattre sérieusement des retraites suppose, à minima, d'expliquer où vous trouverez 3,5 milliards d'euros en 2025 et 16 milliards d'euros en 2032. C'est l'absence de financement
qui justifie que la présidence de l'Assemblée nationale ait jugé irrecevables vos amendements pour établir les articles 1 et 2 au titre de l'article 40 de la Constitution. Et en matière de retraite, figurez-vous que le financement compte vraiment. Aujourd'hui, seulement 1 Français sur 2 dit avoir confiance dans le système de retraite et 2 sur 3 pensent que leur pension ne sera pas à la hauteur de leurs attentes. Or, c'est précisément, mesdames et messieurs les députés, la pérennité du système qui est au cœur du pacte de confiance qui fonde un régime de retraite par répartition. Ceux qui cotisent aujourd'hui doivent pouvoir bénéficier d'une pension demain et ils doivent pouvoir avoir confiance dans cette idée. Et en mettant de côté un instant cette question du financement, j'aimerais pouvoir vous dire, monsieur le rapporteur, que votre proposition dit aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ce n'est même pas le cas. Parce que la réalité, c'est que pendant les débats sur les retraites dans les manifestations, on a moins parlé de 2 ans de retraite en moins que de 2 ans de travail en plus. Et travailler 2 ans de plus, voilà la préoccupation principale des Français. Et voilà la question à laquelle nous devons tous ici apporter une réponse. Notre rapport au travail a changé. Il est devenu moins une fin et davantage un moyen. Le travail lui-même a changé. Depuis 40 ans, nous avons perdu la moitié de nos emplois industriels et la réindustrialisation initiée ces dernières années est une chose heureuse après des années d'errement stratégique sur la question. Nos nouveaux ouvriers sont des caristes, des transporteurs, des caissiers, des caissières, des aides-soignants, souvent la première et la deuxième ligne de la crise sanitaire. Les pénibilités du monde des services ne sont pas les mêmes que celles de l'industrie et sont plus méconnues. 1 salarié sur 5, nous en avons parlé hier, est coincé au SMIC. La pandémie a consacré de nouveaux modes de travail et de nouvelles inégalités aussi, parce que pour 2/3 des employés, le télétravail n'est pas une option. Les freins à l'accès à l'emploi, on les connaît, notamment la garde d'enfants et les transports. Rappelez-vous, c'est de tout cela dont on a parlé. Et c'est de tout cela que votre proposition, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, aurait dû mettre sur la table. Car le débat sur les retraites, c'est surtout le débat sur notre monde du travail, ici et maintenant, et sur comment on l'aménage pour qu'il soit soutenable tout au long de la vie. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Il va falloir travailler plus, tout au long de la vie, mais aussi mieux, en continuant à intégrer mieux nos jeunes sur le marché du travail et en se maintenant plus longtemps sur le marché du travail quand on est senior, en bonne santé et avec les bonnes compétences. Et face à ces impératifs, les anxiétés sont légitimes. Parce que penser l'emploi et le travail entre 60 et 64 ans, c'est garder en tête 3 réalités. La première, c'est que les seniors aspirent, mais dans leur immense majorité, à une carrière complète suivie d'une retraite à taux plein. La deuxième réalité, c'est que bon nombre d'entre eux ne peuvent pas travailler du fait de l'agisme, de loin la première discrimination à l'embauche, comme ça a été signalé par la rapporteure des droits, la défenseure des droits. Et enfin, bon nombre d'entre eux ne le peuvent pas du fait d'une inaptitude physique après des années dans un métier pénible à forte usure professionnelle. Voilà la réalité. Et pourquoi est-ce que l'on n'a pas discuté de cela? Alors, avec les pré-retraites de Raymond Barre, on s'était dit que le meilleur moyen de faire de la place aux jeunes serait de montrer aux seniors la porte de la sortie. Je passe sur le fait que ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté sur les jeunes. Le résultat, c'est surtout qu'on a aujourd'hui 3 fois moins de chances d'être appelé en entretien d'embauche passé 50 ans. Qu'après 60 ans, le taux d'activité en France plafonne à 35%, quand il culmine à 60% ou à 70% pour les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays scandinaves. Le sous-emploi des seniors est un gâchis humain monumental sur lequel la France s'accommode depuis des décennies, mesdames et messieurs. L'économie, la société et la nation
se privent d'expérience, de savoir-faire, de force contributive et productive. Des salariés qui ne veulent pas seulement transmettre ou mentorer comme s'ils n'étaient bons qu'à ça, mais qui veulent travailler comme les autres, et pour certains le plus longtemps possible, qui veulent faire partie d'une société où l'avenir n'est pas confisqué par l'angoisse du déclassement professionnel. Les fins de carrière, qui est un sujet qui est débattu ici par certains parlementaires, et je les entends, révèlent aussi nos faiblesses collectives en matière de prévention et de conditions de travail. France Stratégie a révélé dans une étude, mais qui a été peu mentionnée d'ailleurs dans ces rangs-ci, que 30% des ouvriers peu qualifiés et 20% des aides à domicile de plus de 50 ans, qui sont loin de la retraite, mais déjà en inaptitude professionnelle. La réalité, c'est que certains métiers ne sont pas tenables toute une vie et que le décalage de l'âge de la retraite ne se suffit pas à lui seul à augmenter le taux d'activité pour certains salariés qui, sans reconversion ou aménagement de poste, n'arrivent pas à l'âge de la retraite de toute façon. Et c'est pour cela que la réforme de 2023, et c'était d'ailleurs un souhait poussé par Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, investit comme jamais sur la prévention de l'usure professionnelle et prévoit que 40% des actifs, pour inaptitude, invalidité et handicap, n'iront pas jusqu'au nouvel âge de départ à la retraite. 40% des actifs. Enfin, je vous parlais d'une troisième anxiété qui a été signalée, évoquée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale sur la situation particulière des femmes dont on connaît les petites pensions. Parce que les carrières fragmentées et le temps partiel qui concernent à 80% des femmes, le temps partiel c'est 80% des femmes qui sont concernées, pèsent à la fois sur les rémunérations des femmes et au final sur leurs pensions. Et l'usure professionnelle dont on a parlé, dans certaines professions très féminisées, est souvent trop sous-estimée. Les femmes représentent 60% des 50-67 ans des personnes qui sont ni en emploi ni à la retraite. Alors oui, je le répète, les anxiétés sont légitimes. Il faut les entendre et il faut surtout continuer de répondre, non pas en proposant des chimères ici, un peu partout, mais en changeant le monde du travail ici et maintenant. Le Rassemblement national dit vouloir aujourd'hui, par ce texte, répondre aux injustices sociales suscitées par la réforme des retraites de 2023 et présentée par la ministre Astrid Panosyan. Eh bien, je vous propose de regarder ensemble ces fameuses injustices sociales qu'il convient aujourd'hui apparemment de réparer. Vous voulez réparer quoi? La revalorisation de la prise en compte des congés parentaux? Ou la création des pensions pour les enfants orphelins? Ou revenir sur les avancées pour les élus locaux ou les grands sportifs de notre nation? Vous voulez revenir sur cette revalorisation pour 850 000 retraités français qui ont des pensions complètes et qui avaient des pensions trop petites? Mais non. La seule chose que vous voulez avec ce texte, c'est vous rouler en boule et pleurnicher et crier au déni démocratique. En permanence, vous êtes dans le ouin-ouin. Car oui, ce texte est irrecevable et vous le saviez parfaitement. Tout cela n'est qu'un jeu pour vous. Et face à cela, je salue le courage de la présidente de l'Assemblée nationale qui ne se laisse pas manipuler. Oui, l'article 40 est clair. Il protège contre les initiatives qui augmenteraient les dépenses publiques sans proposer aucun financement en contrepartie. Mais ça, vous le saviez déjà, ou si vous ne le savez pas, je vous conseille d'apprendre les règles de notre pays pour arrêter de vous poser en révolté indigne de la République. Prenez enfin vos responsabilités, arrêtez de vous cacher derrière des fiches mal rédigées et des propositions de loi mal travaillées. La seule et unique vraie injustice, mesdames et messieurs du Rassemblement national, pour les Français, c'est d'être représentés par des gens comme vous. La seule et unique chose que vous voulez défendre et la seule vie que vous voulez protéger, c'est celle de votre chef à plume, qui d'ailleurs, bienvenue Madame Le Pen. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Vous nous avez énormément manqué au cours des dernières semaines. Où étiez-vous? La seule fois où vous êtes venu, c'est venir prendre une photo de famille
Alors je vous le dis, oui Madame Le Pen, oui Madame Le Pen, s'il vous plaît, oui la fille d'immigrés que je suis, je vous le dis haut et fort. Nous sommes certes moins nombreux dans cet hémicycle, mais nous continuerons à nous dresser devant vous, debout, pour faire un barrage à vos idées rances et faire en sorte que la France continue à être fière d'elle-même, sans vous et malgré vous. Nous le savions déjà, mais le Rassemblement national n'est pas un parti de gouvernement. Un parti de gouvernement dit la vérité aux Français et un parti de gouvernement ne ment pas aux Français en faisant croire qu'il va revenir sur une réforme courageuse, une réforme que tous nos voisins européens ont faite et une réforme qui va dans le sens de l'histoire parce que, mes chers collègues, oui, nous travaillons moins en France tout au long de la semaine, tout au long de l'année et tout au long de la vie. Et mes chers collègues du Rassemblement national, vous n'êtes pas un parti de gouvernement et si par malheur vous arriviez un jour au pouvoir, vous ne reviendrez pas sur cette réforme des retraites. Vous ne reviendrez pas sur cette réforme des retraites parce que dans notre pays, nous dépensons beaucoup plus pour nos retraites que nos voisins européens et cela pèse à la fin sur tous les Français qui travaillent. Si, par malheur, nous revenions sur cette réforme courageuse qu'a menée Elisabeth Borne, que se passerait-il? Alors oui, mes chers collègues, la solidarité nationale n'aurait plus cours et oui, les pensions baisseraient. C'est cela la conséquence de vos actes au Rassemblement national, c'est de prétendre s'en prendre aux gros, de prétendre être dans la justice sociale et à la fin de s'en prendre à tous les Français qui ont bossé toute leur vie. Nous ne voulons pas de la baisse des pensions. Cette réforme est une réforme juste et courageuse. Et Monsieur Ménager, avec ses effets de manche, après avoir proposé tout et son contraire, nous propose maintenant de dialoguer. Mais Monsieur Ménager, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut travailler plus longtemps et dépenser moins pour nos retraites, comme le font nos voisins européens. Vous proposiez tout à l'heure de remettre à Madame la Ministre le rapport du corps. C'est à vous, Monsieur Ménager, de lire, de comprendre l'histoire de notre pays et son financement de son modèle social. Vous en êtes extrêmement éloigné parce que vous n'êtes pas membre d'un parti de gouvernement. Merci, Monsieur Lefebvre. La parole est à Madame la Présidente. J'aime quand même, Monsieur Lefebvre, quand je vous entends dire que le Rassemblement national n'est pas un parti de gouvernement. Vous ne l'êtes plus vous-même parce que vous avez été battu extrêmement sèchement aux élections législatives. Alors vous nous dites, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons que c'est une bonne réforme, celle que nous avons mise en œuvre, mais il y a juste qu'un malheur, Monsieur Lefebvre, c'est que nous sommes en démocratie et que le peuple, lui, trouve que cette réforme est une mauvaise réforme. Et vous lui avez tordu le bras parce que la majorité de cet hémicycle était également contre cette réforme. Et vous avez donc usé du 49.3 pour imposer cette réforme. Il faut quand même se souvenir de la manière dont ça s'est passé. Donc, la majorité des Français sont contre la réforme que vous avez mise en œuvre. La majorité de l'hémicycle est contre la réforme que vous avez mise en œuvre, et il n'y a que par des petites manœuvres assez pitoyables qu'aujourd'hui, cette abrogation ne peut pas en réalité être votée. Elle le sera parce qu'il y a dans cet hémicycle des gens qui ont, pour l'intérêt supérieur du pays, un amour immodéré qui va bien au-delà de leur petite, la défense de leurs petits intérêts personnels. Si vous voyez ce que je veux dire. Madame la ministre, je ne suis pas sûre que vous puissiez véritablement donner des leçons de sérieux, et particulièrement de sérieux budgétaire, compte tenu des résultats des 7 dernières années du mouvement que vous êtes si fiers d'avoir cofondé. Mais si vraiment les organismes dont vous parlez étaient si performants, on ne serait pas là où on est aujourd'hui, non ? Il y a une tentative depuis quelques jours du Rassemblement national de s'acheter une sorte de crédibilité économique. Personne n'y croit. Et ce texte, c'est vraiment la démonstration que vous ne comprenez absolument rien à l'économie et que vous ne comprenez pas le besoin des entreprises et que vous n'entendez surtout pas ce que disent les chefs d'entreprise dans notre pays. Nous voyons bien que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités est en baisse dans notre pays, dû aux dynamiques démographiques de la France. Nous voyons bien que nous avons un problème de financement de notre système de retraite et que donc pour répondre à ça, pour protéger
notre système par répartition, qui est issu de la libération, qui est issu des accords politiques de la libération, eh bien, nous avons besoin collectivement de travailler tous un petit peu plus. C'est ce que nous avons expliqué l'année dernière avec Elisabeth Borne pendant la réforme des retraites et que vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi est-ce que tous les pays d'Europe ont fait ces réformes des retraites, ont passé l'âge de la retraite à 65, 66, 67 ans et vous continuez à expliquer, à mentir aux Françaises et aux Français que nous pourrions travailler moins, que nous pourrions travailler 62 ans ou 60 ans. Ce n'est pas possible, ce n'est pas responsable. Et donc il faut que l'ensemble des chefs d'entreprise du pays voient bien ce que vous dites ce matin. Ce que vous dites ne tient pas la route, vous n'êtes pas responsable sur le plan économique. Et ce que nous avons fait l'année dernière avec Elisabeth Borne, ça a été une bonne réforme pour l'économie française. Je vous remercie. La gauche, elle, comme en commission, refuse de voter le texte du Rassemblement national. Je vais vous donner les noms. S'il vous plaît. Je vais vous donner les noms de ceux qui empêchent l'abrogation ce matin. C'est Madame Rousseau, c'est Monsieur Guedj, c'est Madame Le Boucher, c'est Monsieur Boyard, c'est Monsieur Rattenon, c'est Monsieur Clouet, c'est Monsieur Lucas Lundy, c'est Monsieur Pétavy, c'est Monsieur Simion, c'est Madame Amiot. Je ne continuerai pas la liste des traîtres de ceux qui ont trahi les travailleurs, qui ont trahi les ouvriers, qui ont trahi les salariés, qui ont trahi tous les Français, qui aujourd'hui n'arriveront pas à l'âge de la retraite. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes que des traîtres au peuple qui travaille, qui souffre, qui a le dos cassé et qui n'arrivera pas à aller à 64 ans. On ne s'entend plus. Puisque monsieur le rapporteur veut donner des listes de noms, s'il n'y a pas d'abrogation de la réforme des retraites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en place un gouvernement qui ne veut pas l'abroger. Et si ce gouvernement est en place, c'est parce que la motion de censure n'a pas été votée. Et elle n'a pas été votée par Madame Le Pen du Rassemblement national, par Madame Lavalette du Rassemblement national, par Monsieur Ménager du Rassemblement. La parole, nous avons compris. Mon cher collègue, alors. Vous savez, La Rochefoucauld disait il y a deux choses que l'homme ne peut pas regarder en face, le soleil et la mort. Eh bien, pour nos collègues de gauche et d'extrême gauche, il y a désormais une troisième catégorie, ce sont leurs électeurs. Ils ne pourront plus les regarder en face, eux qui pendant des années, ont dressé des listes, ont fait la publicité du vote de ce que faisaient leurs adversaires dans cet hémicycle, aujourd'hui sont tellement honteux du vote qu'ils ne vont pas faire, c'est-à-dire de ne pas voter l'abrogation des retraites, qu'ils préfèrent l'insulte. Alors oui, vous ne pourrez plus regarder vos électeurs en face, rassurez-vous, on va vous remplacer pour ça. Monsieur Ménager, je vous ai trouvé très agressif dans votre manière de faire la présentation sur ce prétendu texte d'abrogation de la réforme des retraites. Mais je comprends votre agressivité compte tenu du fait qu'alors que votre proposition de loi s'appelle « Restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes, blablabla », en réalité, à l'intérieur, quand on la lit, voici ce qui est à l'intérieur. Dans un délai de 6 mois à côté de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé. Et il y a comme ça 7 ou 8 articles visant à remettre des rapports détaillés au Parlement par le gouvernement. En réalité, vous demandez au gouvernement de remettre des rapports à l'Assemblée nationale dans cette proposition de loi. Et je comprends votre agressivité compte tenu du fait que vous êtes obligé de masquer le fait que votre proposition de loi est vide par des mensonges répétés. Je comprends que vous soyez gêné, puisque lors de la campagne législative, vous aviez dit qu'il fallait faire un audit avant d'abroger la réforme des retraites. Où est passé cet audit? Vraisemblablement, vous demandez au gouvernement de le faire à votre place. Ensuite, vous êtes gêné aux entournures parce qu'à l'intérieur de votre propre coalition, M. Ciotti n'est pas favorable à votre projet prétendu de réforme des retraites. Vous avez donc menti aux Français quand vous avez présenté avec eux des candidats, puisque par exemple sur ce sujet-là, vous n'êtes pas d'accord. Mais je comprends que vous soyez gêné aux entournures, puisque l'un des moyens de financer la retraite, c'est d'augmenter les salaires, que vous avez voté contre l'augmentation du SMIC lorsque nous l'avons proposé, et que lorsque vous faites une proposition de loi prétendument pour augmenter les salaires, il s'agit en réalité d'une proposition de loi visant à ne pas faire payer les cotisations patronales, notamment sur la retraite. Et voilà pourquoi vous êtes obligé de mentir aux Français et de faire croire que, prétendant abroger la réforme des retraites, vous demandez en réalité une série de rapports qui vous ridiculisent, qui ridiculisent votre position. Et les Français ont compris que pour abroger la réforme des retraites, il faudra attendre le 28 novembre avec la proposition de loi déposée par la France Insoumise. Merci, monsieur Léaumont. À ce stade de notre histoire, la réforme de 2023 a encore de beaux jours devant elle. Le Rassemblement national n'est pas parvenu à trouver une majorité pour la faire abroger dans l'hémicycle. C'est alors que Marine Le Pen déboule salle des 4 colonnes devant les journalistes pour faire une annonce.
Lorsque cette abrogation reviendra, nous la voterons. Je veux dire, moi, je me moque de donner le point aux uns ou aux autres. Ça n'a aucun sens. La seule chose qui m'intéresse, c'est la suppression de cette réforme qui est injuste et qui est économiquement stupide. Acte 4, nous voici le 28 novembre et cette fois c'est au tour de la France insoumise de défendre son texte d'abrogation de la réforme des retraites, mais avec cette fois l'assurance que les députés du Rassemblement national voteront pour, ce qui ouvre la voie à une adoption. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, au nom du groupe parlementaire de la France insoumise, mais aussi du nouveau Front populaire, de vous présenter un texte qui a été adopté en commission et très largement adopté en commission, celui de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque c'est la première fois que l'Assemblée nationale va avoir l'occasion, l'opportunité de se prononcer, de voter sur la retraite à 64 ans. La question est simple. Stop ou encore? Stop ou encore? Parce que, je le rappelle, ça a été quand même un passage en force. D'abord, un passage en force et une injustice démocratique. Le 44 alinéa 3 et 44 quelques autres alinéas, le 47.1, le 49.3, tout y est passé dans les usages de la Constitution pour passer en force contre l'avis du peuple, contre l'avis de l'intersyndicale, contre l'avis des sondages d'opinion, contre l'avis de toutes et tous. En extrême minorité, vous étiez. Des millions de personnes ont manifesté dans la rue, un mouvement social historique dans notre pays. Et vous êtes quand même passé en force. Une injustice aussi, ensuite, socialement, parce que votre réforme, on le sait, on l'avait dénoncé, et c'est le cas, touche davantage ceux qui sont les plus précaires, les plus éloignés de l'emploi, les plus en difficulté dans la vie. Et ceux-là vont payer cher 2 ans à être encore au chômage supplémentaire. C'est le cas notamment des seniors, ni en emploi ni en retraite. Ce qui provoque en effet un effet d'éviction sur votre propre résultat comptable de votre soi-disant géniale réforme. On y reviendra ensuite. Mais les femmes aussi. Nous avions dénoncé que les femmes seraient les premières touchées par ces 2 ans de vie volée. Effectivement, les premiers chiffres nous l'indiquent. Elles participent à l'effort à hauteur de 9 mois contre 5 mois pour les hommes avec cet allongement de la durée de l'âge de départ légal. Et ensuite, c'est aussi les jeunes qui finalement, dès à présent, vont cotiser plus puisque votre système n'est pas à l'équilibre et ensuite toucheront des pensions plus faibles puisque le seul moyen de piloter votre réforme aujourd'hui, c'est de bouger la désindexation, de revaloriser non pas au 1er janvier, mais au 1er juillet ou à un autre moment dans l'année, de 0,8% par-ci, 0,8% par-là. Voilà comment aujourd'hui vous pilotez ce système des retraites, c'est-à-dire injustement. Ça ne règle rien économiquement, je viens de le dire. Votre réforme est déficitaire, non pas en 2030, non pas en 2070, non, dès cette année. Dès cette année, votre réforme est déficitaire. Alors que vous aviez fait la promesse que trimer 2 ans de plus, c'était pour remplir les caisses, c'était pour pouvoir se payer les retraites. Mais c'était sans compter vos piètres résultats économiques dans la gestion du pays tout entier. Voilà la vérité qui éclate au grand jour. Une autre vérité aussi, c'est celle évidemment de votre dogmatisme. Impossible de discuter des recettes. Ça vaut en toute matière. Les recettes, ça vous fait horreur. Alors que c'est là le sujet, d'augmenter les recettes, d'augmenter les cotisations. C'est là la porte de sortie pour avoir un régime équilibré à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais vous ne voulez pas en entendre parler, préférant préserver les plus de 77 milliards d'exonérations de cotisations patronales, par exemple, de vos amis. Parce que oui, que fait notre texte d'abrogation? Pour faire simple, on revient à 62 ans pour l'âge de départ et 42 années de cotisation. C'est simple à comprendre. Et combien ça coûte? Entre 4 et 5 milliards d'euros. En plus de votre réforme, hein. Entre 4 et 5 milliards d'euros.
Alors, on a l'embarras du choix pour les financements. Bon, déjà, il y a le gage sur le tabac traditionnel qui est la coutume de nos propositions de loi. C'est pas ce qu'il y a de plus crédible dans la vie parlementaire, mais enfin, ce sont les usages. Mais surtout, là, en l'occurrence, une taxe sur les super-profits des sociétés pétrolières et gazières. Rien qu'avec ça, on réglerait le problème, si vraiment vous aviez peur de manquer d'argent. J'ajouterai le fonds de réserve des retraites. 20 milliards d'euros qui sont là disponibles, qui nous permettent d'avoir le temps de voir venir, de réorganiser une discussion. Puisqu'évidemment, comme vous le savez ici, avec une proposition de loi, on ne peut pas amender le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va nous occuper très très vite et sans doute provoquer le départ de ce gouvernement illégitime. Nous avions proposé par voie d'amendement qu'on augmente les cotisations à partir de 2 plafonds de sécurité sociale, c'est-à-dire 7 600 € bruts, ou 4 plafonds de sécurité sociale, 15 000 € bruts. Une surcotisation rapporterait entre 4 et 5 milliards d'euros, réglerait aussi le problème instantanément en année N. Autre solution, 0,15 points de cotisation supplémentaire sur 7 ans. C'est Michael Zemmour, économiste, qui propose cela pour définitivement régler le problème des recettes, des comptes de la sécurité sociale et des retraites en particulier. 1 point de cotisation supplémentaire, sachez, mes chers collègues, que c'est 10 milliards d'euros. Vous pouvez aussi, si vous voulez, soumettre à cotisation les revenus extrasalariaux ou encore d'autres propositions du programme de l'avenir en commun. Je pense notamment au SMIC, à 1 600 € net pour toutes et tous. Et si nous avions une véritable égalité salariale dans ce pays entre les femmes et les hommes, c'est 24 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire pour avoir un régime des retraites à l'équilibre et pouvoir se payer à tout le moins l'abrogation. Je dis à tout le moins l'abrogation, puisqu'évidemment la position du nouveau Front populaire reste et restera la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Nous acceptons de cotiser aujourd'hui parce que nous savons que demain, une pension nous sera versée. Et à tous les gens qui cotisent aujourd'hui, l'adoption de votre proposition enverrait un très mauvais message. Elle leur dirait que nous refusons toute réforme paramétrique, que nous défaisons une loi votée en 2023 qui contribue à conforter notre système de retraite. Ce sens des responsabilités dont a fait preuve le gouvernement d'Elisabeth Borne, dont a fait preuve mon prédécesseur Olivier Dussopt et Marisol Touraine et Éric Woerth avant eux. Les décisions que nous ne prenons pas aujourd'hui et surtout celles que vous ne proposez de ne pas prendre auront des conséquences. Les ajustements difficiles aujourd'hui nous évitent des remises en cause plus douloureuses encore demain. Vous mettez en danger le régime de retraite par répartition, avec naturellement les meilleures intentions du monde. Je remercie les députés des groupes Ensemble pour la République, MoDem, Horizon, les Républicains, tous ceux qui ont fait preuve d'esprit de responsabilité en défendant une droite qui a adopté le dispositif carrière longue, qui a relevé le minimum contributif, qui permet de mieux prendre en compte l'impact de la maternité sur les carrières. Les avancées dans la loi de 2023 produisent déjà leurs effets. En 2 temps, la revalorisation du minimum contributif a eu lieu, soit entre 25 € et 100 € de revalorisation mensuelle. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Pour réduire le taux de non-recours au minimum vieillesse, la loi a relevé le seuil de récupération sur succession à 100 000 €. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qui a été créé pour financer des actions de prévention de l'usure professionnelle, former, accompagner la reconversion des salariés. Qu'est-ce que vous en faites? La réforme de 2023 a retenu plusieurs mesures pour corriger des situations défavorables aux femmes en matière des retraites et de respecter le principe d'égalité. C'est le cas de l'ouverture d'un droit à la surcote dès 63 ans pour les assurés atteignant le taux plein avant l'âge de 64 ans et bénéficiant d'un trimestre au titre des majorations d'assurance pour enfants, dont sont majoritairement bénéficiaires les femmes. Qu'est-ce que vous en faites? Le sens des responsabilités était indispensable en 2023 quand la loi a été adoptée. Il l'est encore aujourd'hui au vu de la situation de nos finances publiques. J'aimerais commencer par un message simple à destination des députés du bloc central, LR et macronistes. Vous avez perdu. Vous avez perdu sur la réforme des retraites sur toute la ligne.
Vous avez perdu dans l'opinion, avec plus de 70% des Français qui sont toujours opposés à votre réforme. Et conséquence directe, vous avez perdu dans les urnes. En 2022, vous avez perdu votre majorité et en 2024, la plupart de vos ministres. Vous avez perdu dans l'hémicycle dès le début des débats sur la réforme des retraites et encore en commission la semaine dernière. Et vous aurez encore perdu aujourd'hui si nous allons au vote. Et vous le savez, c'est bien pour cela que vous avez déposé 979 amendements sur le texte qui nous mobilise aujourd'hui. 979 amendements d'une qualité et d'un intérêt médiocre dont la volonté d'obstruction n'est même pas cachée. Mesdames, Messieurs les députés du bloc central, vous avez perdu. Mais un problème va surgir. Les députés du socle commun ont déposé plus de 850 amendements. Le vote de la proposition de loi doit lui avoir lieu avant minuit. C'est la règle. Cela va se révéler impossible dans les délais impartis. On a fait 5 amendements à l'heure ce matin. 5 amendements à l'heure. Et pourtant, je n'ai pas fait usage de mon temps de parole de manière disproportionnée. Vous me l'avez reproché. Donc, assumez en fait de refuser d'aller au vote. Dites-le, dites nous ne voulons pas voter ce texte. Nous sommes trop accrochés à faire trimer les gens 2 ans de plus. Nous sommes trop accrochés à faire en sorte que les plus précaires, ceux qui ont les métiers les plus pénibles, souffrent 2 ans de plus, le plus longtemps possible. Assumez-le. Et je vous en voudrais pas, ça fait partie du débat politique. Mais là, vous essayez de faire un entre-deux. C'est de l'obstruction, mais pas vraiment de l'obstruction. C'est du débat sans être du débat. Il y a l'article 40, 45, et regardez, du coup, on est obligé de faire des amendements titres. Mais non, vous pouvez faire d'autres types d'amendements que des titres. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont plus intéressants. Je vous ai ramené des documents pour la suite, pour avoir des débats au fond. Mais vous ne voulez pas aller au débat au fond. Quelle est la grande différence, collègues, entre l'obstruction cruelle que vous êtes en train de faire, méprisante pour des millions de vies, et celle que nous avions fait au moment où vous passiez cette réforme? Eh bien, la différence, c'est que nous faisions, nous, une grève de zèle pour empêcher que vous passiez une réforme contre l'ensemble du peuple français, contre la représentation nationale. Et c'était donc une obstruction pour défendre la souveraineté populaire, quand aujourd'hui vous faites une obstruction pour empêcher la souveraineté populaire, que ce soit partout dans le pays ou par ses représentants aujourd'hui dans l'Assemblée. Donc maintenant, ça suffit. Ça suffit la manière dont vous traitez la démocratie. Ça suffit les leçons de morale. Ça suffit le fait que vous ayez la morale et qu'on ne l'ait pas. Ça suffit cette minorité relative. Vous n'êtes qu'une minorité relative. Ça suffit le fait, Madame Panot. Souffrez, chers collègues, que nous parlions. Souffrez que nous ne soyons pas d'accord avec vous. Souffrez que nous déposions des amendements. C'est franchement incroyable. Alors moi, je voudrais m'adresser au rapporteur, qui a la mémoire courte. Alors le rapporteur nous a reproché tout à l'heure de déposer de très nombreux amendements. Ça a été dit, nous avons déposé quelques centaines d'amendements tellement le débat est important par rapport aux 19 000 que vous avez déposés. Mais je voudrais rappeler l'amendement 130, le sous-amendement 130 de M. Bernalicis, si c'est bien vous, si vous n'avez pas changé de nom. Complétez l'alinéa 9 par les mots « ainsi que la conjonction des astres, le marc de café et les entrailles de blaireau ». Voilà le type d'amendement que vous êtes capable de déposer. Et vous nous reprochez de faire vivre le débat. C'est absolument incroyable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci. Écoutez, on a toute une série d'amendements là qui sont assez drôles à la lecture. C'est assez drôle à la lecture. On croirait lire un peu la feuille de chou, rubrique blagounette du BDE d'HEC. Donc c'est assez drôle. Hein. Je veux dire, là, vous faites des blagues entre vous. Vous vous renvoyez avec le meilleur des amendements d'obstruction qu'avait pu faire LFI. Bon, le simple problème, c'est qu'on n'est pas dans le BDE d'HEC, on est à l'Assemblée nationale. Donc pour le bloc central qui a passé des années à dénoncer l'obstruction, qui a passé des années à s'exprimer en responsabilité, en européen, etc., voire vous voterez dans le trollage, c'est quand même assez savoureux. Je ne comptais pas prendre la parole parce qu'effectivement, nous ne sommes pas, contrairement à ce que nous entendons depuis ce matin, dans une démarche d'obstruction. J'aurais pu, mais cessez ces gestes-là. Cessez de considérer que la vérité est uniquement la vôtre. J'aurais pu prendre la parole à chaque amendement. J'aurais pu prendre la parole quand je voulais et la reprendre. J'aurais pu vous lire des notes à l'infini. J'aurais pu jouer à l'obstruction.
Alors je vais vous dire ce que j'ai à vous dire malgré tout, que ça vous plaise ou pas. Je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. J'en ai ras-le-bol d'entendre ces procès en obstruction, qui sont des procès totalement fallacieux, et qui me rappellent, vous en prie, continuez, Monsieur le Président. Je continuerai dès que je peux, dès que le tumulte cessera. Je vous invite à écouter le président de la Commission. Dès que les tumultes cessera, et qui me rappelle la fable de l'arroseur arrosé. Parce que ce qu'on oublie, et que peut-être ça n'a pas été assez rappelé, c'est que lors de la dernière réforme des retraites que vous avez combattue, et pour laquelle, Madame Panot, vous venez nous expliquer que vous étiez effectivement dans une logique d'obstruction, je me souviens que pour arriver à l'article sur l'âge légal de départ à la retraite, tous vos collègues de la NUPES de l'époque avaient retiré leurs amendements. Je me souviens de leaders syndicaux dont vous vous prévaliez, qui vous avaient demandé de retirer vos amendements pour arriver jusqu'à l'article en question. Et je me souviens du délice avec lesquels les membres de LFI avaient voulu discuter amendement après amendement, d'amendements qui changeaient un chiffre, qui changeaient une virgule, qui changeaient un mot, etc. Donc voyez, non mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que moi depuis 9 heures, j'écoute attentivement et les questions posées par les collègues qui déposent des amendements et les réponses et du rapporteur et de la ministre, qui permettent des réponses sur le fond. Et lorsque vous prenez la parole, chers amis de LFI, c'est toujours pour invectiver et pour donner des leçons de morale à ceux qui ne vont pas dans votre sens. Alors, il est 22h30, depuis 9 heures, vous nous faites le même cinéma, on a perdu énormément de temps, je parle parce que j'ai le droit de parler autant que je veux, et que jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup parlé, et là, il me vient l'envie de dire ce que j'ai à dire. Voilà, c'est comme ça aussi la démocratie. Ben oui, eh ben oui. Alors, maintenant, arrêtez et revenons sur le fond des articles. Merci. L'ambiance dans l'hémicycle va vite se révéler électrique. Le camp présidentiel joue la montre, tandis que les députés de la France insoumise pratiquent la stratégie du name and shame visant à dénoncer nommément les députés refusant d'abroger cette réforme des retraites. La tension atteint alors son paroxysme dans la soirée avec un député qui tente d'en venir aux mains, empêché par ses collègues et les huissiers de la séance. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Il peut arriver, ça n'est pas la première fois, j'ai été président de groupe longtemps, j'ai été ministre des Relations avec le Parlement, ce sont des choses qui arrivent. Simplement, il faudra que le député puisse s'en expliquer avec ses collègues, c'est vrai, c'est arrivé. Je le dis aussi, et ça ne s'adresse pas à ceux qui ont pu être... Vous avez évoqué, chers collègues, la question de la tension du type de débat, d'une niche comme celle-là. Il faut aussi mesurer ce que c'est que la tension de recevoir du harcèlement, y compris à domicile, des coups de téléphone, quand on vous menace. Je crois que nous, nos groupes, avec nos amendements sérieux, rédigés chacun sur le fond, nous avons montré que nous résistons démocratiquement aux pressions de la France insoumise, les pressions sur les réseaux sociaux, les pressions sur les mails, les menaces, les insultes, qui, oui, ont conduit un de nos collègues peut-être à déraper ce soir, mais qui montrent que lorsqu'on touche aux familles, lorsqu'on menace l'environnement et les proches des élus, on nuit à la démocratie, on nuit au débat de la démocratie. Vous êtes une force réactionnaire et je vais vous le dire pourquoi. Vous n'avez que pour seul but, sous vos 2 mandats, de réduire les droits des Français. À aucun moment vous ne vous interrogez avec les contraintes économiques et démographiques qui existent. À aucun moment vous vous dépassez vous-même pour vous dire comment pouvons-nous garantir des nouveaux droits aux Français. Votre seule obsession, par fainéantise intellectuelle et par conflit de classe, c'est comment retirons-nous des droits aux Français. La triste journée, c'est celle où des députés se font cyberharceler, menacer. Aucun d'entre nous, Monsieur Olivier Faure, aucun d'entre nous ne devrait s'accommoder des menaces, des invectives, des vociférations, des intimidations qui continuent encore au moment où nous parlons.
Bon, c'était une journée un peu difficile avec cette obstruction pour faire mon rôle de rapporteur, pour nous faire notre rôle de parlementaire. Ça a été dit dans les différents rappels au règlement. Je dirais, en étant un peu taquin, que je souhaite, merci mes chers collègues, je souhaite vivement remercier les rapporteurs et les stagiaires qui ont aidé à faire toutes ces liasses pour préparer votre obstruction. Liasses qui vont partir au pilon et eux mériteraient des trimestres en guise de pénibilité parce que supporter tout ça, c'est pas évident. Eux, ils n'ont pas craqué. On peut pas en dire autant des membres du socle commun qui ont montré un comportement déplorable, y compris dans les interruptions de séance. Vous ne l'emporterez pas avec vous, sachez-le. Par contre, on se passera de vos services dès la semaine prochaine pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Voilà, c'est la fin de ce numéro des grands débats. Restez sur nos antennes. Bonne suite de programme sur LCP.